Le pays des mathématiques est un endroit exotique et déroutant. On y parle une langue bizarre, pleine d'homéomorphismes, de variétés différentielles, de nombres transfinis. Mais on y rencontre aussi des paysages épiques, des idées vertigineuses et même parfois des choses utiles. Alors, en route pour une visite express au pays des maths. Il vous suffit d'un guide, c'est moi, et d'un cerveau en état de marche, ça c'est vous. On ne va pas vraiment faire de maths, juste jeter un œil au paysage. En octobre 1970, les lecteurs de la rubrique Jeux mathématiques de Scientific American découvrent un jeu vraiment particulier. Il se joue sur un échiquier infini, dont chaque cellule peut adopter deux états, occupé ou vide, vivant ou mort. Son inventeur, le mathématicien John Conway, le présente comme un jeu à 0 joueur. On y joue tout seul en appliquant des règles simples, d'où naissent des figures complexes et apparemment imprévisibles. On peut jouer à la main, avec un crayon, une gomme et beaucoup de patience, mais c'est sur un écran d'ordinateur que le jeu de la vie trouve sa véritable dimension. Au début des années 70, il suscite un tel engouement qu'un rapport de l'armée américaine aurait estimé à plusieurs millions de dollars le coût du temps de calcul ainsi gaspillé. Le jeu de la vie appartient à la famille des automates cellulaires. Pour comprendre de quoi il s'agit, il faut reculer de quelques décennies. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le cerveau électronique est une idée neuve. Scientifiques et ingénieurs se réunissent autour de l'espoir d'inventer une science nouvelle basée sur l'information, la cybernétique. Le mathématicien John von Neumann vient justement de participer au développement du premier ordinateur fonctionnel. Il caresse une idée folle, modéliser la vie au moyen des mathématiques. Et modéliser en particulier ce dont seuls les êtres vivants sont capables, a priori, se reproduire. Ce qui l'intéresse, c'est la dimension théorique du problème. Une machine pourrait-elle construire une copie fonctionnelle d'elle-même? Cette expérience de pensée prend d'abord la forme d'un robot flottant qui attraperait à la surface de l'eau différents composants de base. Mais son ami Stanislas Ulam lui souffle une idée plus simple et plus abstraite. Un automate cellulaire. Un automate cellulaire, c'est un monde simplifié, composé de cellules identiques qui possèdent différents états et basculent de l'un à l'autre en fonction d'un ensemble de règles. Dans un univers aussi abstrait, l'autoreproduction devient beaucoup plus simple. Par exemple, si la règle est de recopier le contenu de la case qui se trouve 10 pas à gauche, on obtiendra facilement une série d'images identiques. Mais ce n'est pas ce type de reproduction triviale qui intéresse John von Neumann. Il veut un système reproductif qui ressemble à celui des êtres vivants. L'objet qui se reproduit doit être complexe et il doit se reproduire à partir d'éléments de base, un peu comme dans la nature. Le but ultime serait que des variations y soient possibles pour simuler un processus évolutif. C'est dans cette optique que von Neumann imagine un automate cellulaire complexe et parvient à prouver que l'autoreproduction y est possible en théorie. Il entame la rédaction d'une théorie des automates autoreproductibles, mais il disparaît à 53 ans sans l'avoir terminée. Le livre sera publié à titre posthume à la fin des années 60. C'est alors qu'il va croiser le chemin d'un mathématicien anglais atypique, John Conway. Conway est un touche-à-tout. Trop indiscipliné pour fonder une grande théorie ou une école, il a pourtant laissé son empreinte dans de nombreux domaines des mathématiques. Là où von Neumann participe à la création de la bombe atomique et de l'ordinateur, Conway, lui, préfère inventer des jeux. Plutôt que le goût des systèmes, il a celui des choses concrètes et manipulables, des mathématiques expérimentales. Loin de l'image du mathématicien isolé dans sa tour d'ivoire, il aime discuter avec les étudiants, jouer au backgammon et par-dessus tout, inventer des jeux nouveaux. Et c'est exactement ça qu'il fait avec les idées de von Neumann. Il les transforme en jeux. Un jeu à 0 joueur donc, mais un jeu quand même, auquel Conway et ses étudiants jouent en se servant d'une planche de Go ou de papier millimétré. Après de nombreux essais plus complexes, les règles finissent par se simplifier à l'extrême. Pour chaque cellule, le nombre de ses voisins à l'instant t décide de son état à l'instant t plus 1. Une cellule vide devient pleine si elle a exactement 3 voisins. Une cellule pleine continue de l'être à l'instant suivant si elle a 2 ou 3 voisins. Si elle en a moins, elle meurt d'isolement.
Si elle en a plus, elle meurt de surpopulation. En appliquant simplement ces deux règles, des objets très simples peuvent générer une étonnante complexité visuelle. Après l'article de Scientific American, une véritable communauté d'amateurs se rassemble autour du jeu de la vie et entreprend de répertorier et d'étudier les formes qui y apparaissent. Il y a d'abord des configurations stables, que Conway appelle des natures mortes. Il y a la mare, la ruche, le pin, le bateau, le serpent. Il y a aussi des oscillateurs qui se stabilisent autour d'un cycle. Il y a le clignotant, le phare, la pendule, le crapaud, etc. Et puis il existe quelques formes particulières qui semblent avoir la capacité de se déplacer. La plus simple et la plus courante est le glisseur, qui apparaît souvent spontanément et se déplace en diagonale. La complexité des formes qui apparaissent est telle qu'il devient vite difficile de suivre à la main leur évolution. Les mini-ordinateurs qui commencent alors à se démocratiser prennent le relais et permettent de pousser l'exploration plus loin. Mais à côté de cette démarche descriptive et classificatrice qui fait penser aux sciences naturelles, on peut aussi envisager le jeu de la vie sur un mode constructif, à la façon d'un ingénieur. La plupart des configurations de départ que Conway étudie semblent aboutir à un état statique ou cyclique, et il se demande s'il peut en exister qui génère une expansion infinie de la population. Comme il est joueur, il offre 50 $ à celui qui parviendra à en trouver une ou à prouver qu'il n'y en a pas. Bill Gosper, l'un de ses collègues au MIT, remporte le prix avec cette configuration, le canon à glisseur, qui, comme son nom l'indique, émet un flux continu de glisseurs et ouvre un tas de possibilités nouvelles. Dès lors, Conway et ses étudiants vont pouvoir construire l'équivalent des circuits logiques d'un ordinateur, transmettre de l'information d'un point à un autre et la stocker dans des mémoires. Ils vont ainsi prouver que le jeu de la vie est ce qu'on appelle un calculateur universel, c'est-à-dire qu'il peut effectuer toutes les opérations réalisables par un ordinateur. Au fil des années, avec le progrès des machines et des algorithmes, la communauté des passionnés du jeu de la vie peut examiner de plus en plus vite des configurations de plus en plus massives. Et des structures de plus en plus complexes continuent aujourd'hui d'être inventées. Quelqu'un a même fini par programmer le jeu de la vie au moyen du jeu de la vie lui-même. Par ailleurs, les automates cellulaires ont trouvé de nombreuses applications pour modéliser des phénomènes physiques comme la diffusion d'un gaz ou des processus biologiques comme le développement d'une épidémie. Mais le rêve de von Neumann et de Conway allait bien au-delà des questions de calcul. Ce qu'ils ont espéré comprendre, simuler, voire recréer, c'est la vie elle-même. Dans une grille suffisamment vaste, remplie aléatoirement, explique Conway, toutes les configurations peuvent en effet se présenter à un moment ou à un autre. Et parmi ces milliards de configurations, on peut imaginer que certaines soient capables de se reproduire, donc de se multiplier, peut-être d'évoluer, et pourquoi pas, de devenir des créatures intelligentes. À la même époque, Konrad Zuse, un pionnier allemand de l'informatique, propose une hypothèse encore plus spéculative. Si la vie peut naître dans un automate cellulaire, pourquoi ne pas imaginer que notre monde est lui-même une simulation, calculée par un automate cellulaire ou un dispositif équivalent? Pour beaucoup d'autres scientifiques, l'idée qu'une forme de vie puisse se développer dans un système aussi simpliste, c'est faire preuve d'une certaine naïveté. Ils rappellent que le jeu de la vie est purement déterministe, entièrement prédictible, et que cette vision d'un monde comme une gigantesque horloge n'a pas résisté à la science du XXe siècle, qui laisse au contraire une place considérable aux phénomènes non déterministes. Et c'est ça précisément qui rend fascinante l'invention de John Conway. Elle semble enjamber ces deux mondes opposés et illustre de façon spectaculaire comment des règles simples et déterministes peuvent donner naissance à des phénomènes complexes et apparemment imprévisibles. Et puis ce que le jeu de la vie permet d'affirmer avec certitude, c'est qu'un univers immense, complexe et hautement organisé peut naître de règles simples imaginées par un créateur barbu entre deux parties de backgammon.